Salut, je m'appelle Simon. J'ai vu de mes propres yeux un milliardaire et toute son équipe d'ingénieurs se moquer de mon petit frère de 12 ans, Léo, simplement parce qu'il avait de la graisse sous les ongles. Ils l'ont traité comme s'il était invisible. Un simple meuble dans le décor luxueux de sa villa. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'honneur de cet homme, sa réputation et le silence assourdissant de sa Lamborghini à 1 million d'euros reposaient entièrement sur les épaules de ce gamin qu'il méprisait tant. C'était une scène que je n'oublierai jamais, un mélange de honte et de rage bouillonnante. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir complètement transparent, alors que vous étiez la seule personne à détenir la clé de tout le problème? C'est exactement ce que mon frère a ressenti ce soir-là, et c'est une sensation dévastatrice. Avant que je vous raconte comment Léo, sans aucun ordinateur, juste avec ses mains et une intuition que personne ne pouvait comprendre, a fait taire tous ces experts arrogants, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, parce que, croyez-moi, vous ne voulez absolument pas manquer de voir la tête qu'a faite ce milliardaire lorsque le moteur V12 s'est finalement réveillé, rugissant comme pour venger l'humiliation de mon frère. Ce moment-là valait tout l'or du monde. C'est une histoire qui prouve que le vrai talent n'a pas besoin de costume-cravate ni de diplôme. Prestigieux pour s'exprimer, et je veux la partager avec vous pour que vous ne l'oubliez jamais. La soirée se déroulait dans la villa de Monsieur Antoine Delaroche, un magnate de la tech sur les hauteurs de Cannes. L'air sentait le parfum cher, le champagne et une sorte d'arrogance polie. Mon père était le traiteur de l'événement et j'aidais au service avec Léo. Le clou du spectacle était la présentation de sa nouvelle Lamborghini Revuelto, une merveille hybride qui trônait au milieu d'un garage immaculé, tout en béton poli et en verre, avec vue sur la Méditerranée. La voiture était plus qu'un véhicule, c'était un trophée, le symbole ultime de sa réussite. Tous ses amis, et surtout ses rivaux en affaires, étaient là, les yeux brillants de convoitise ou de jalousie, attendant le moment où le monstre mécanique allait enfin rugir. L'ambiance était électrique, chargée d'une attente presque palpable. Puis le moment est arrivé. Monsieur Delaroche, un sourire suffisant aux lèvres, s'est glissé derrière le volant. Il a appuyé sur le bouton de démarrage, s'attendant à un rugissement apocalyptique qui secourait la villa. À la place, il n'y a eu qu'un faible gémissement électronique, quelques voyants qui ont clignoté sur le tableau de bord, puis un silence de mort. Un silence absolu, profond, qui a semblé aspirer tout l'oxygène de la pièce. Le sourire du milliardaire s'est figé, puis a disparu pour laisser place à un masque de stupeur, rapidement remplacé par une fureur froide et contenue. Les murmures ont commencé à fuser dans la foule, des rires étouffés, des regards narquois. En une seconde, sa soirée de triomphe venait de se transformer en une humiliation publique et cuisante. Immédiatement, une équipe de techniciens certifiés par Lamborghini, spécialement venus pour l'occasion, s'est précipitée sur la voiture. Ils étaient dirigés par un ingénieur allemand au visage sévère, un certain Klaus Richter, qui transpirait la supériorité. Ils ont branché des ordinateurs portables sortis des valises de diagnostic et ont commencé à parler entre eux dans un jargon technique incompréhensible, comme pour mieux impressionner la galerie. Mais leurs visages devenaient de plus en plus tendus. Les minutes passaient et le silence de la Revuelto restait obstinément intact. Ils tapaient frénétiquement sur leur clavier, secouaient la tête, accusant un bug logiciel catastrophique ou une erreur de communication intrasystème. Ils regardèrent leurs écrans. Mais aucun d'entre eux ne semblait vraiment regarder, ou plutôt écouter, la machine elle-même. Leur expertise certifiée était totalement inutile. Pendant tout ce temps, Léo était resté dans un coin, silencieux et immobile. Il ne regardait ni les invités, ni les techniciens agités, ni même le milliardaire qui devenait de plus en plus rouge de colère. Ses yeux étaient fixés sur la voiture, mais d'une manière étrange, comme s'il n'écoutait pas avec ses oreilles, mais avec tout son corps. Je le connais depuis toujours. Il a cette capacité unique. Pour lui, un moteur n'est pas juste un assemblage de pièces métalliques. C'est un organisme vivant, avec son propre rythme, sa propre voix. Sous ses ongles, la fine couche de graisse noire, souvenir de journées passées dans l'ancien garage de notre père, contrastait violemment avec le luxe stérile de l'endroit. Il était une anomalie dans ce monde parfait, et les quelques regards qu'on lui jetait étaient pleins de mépris, comme pour un insecte, égaré. Finalement, après ce qui a semblé une éternité, Léo a bougé. Il s'est approché de notre père, qui réorganisait nerveusement des verres sur un plateau,
le dos tourné à la scène principale. Il a tiré doucement sur sa veste. « Papa » a-t-il murmuré, sa voix à peine audible dans le silence tendu. Il y a un son, un petit sifflement, juste avant que tout ne s'arrête. C'est électrique, pas le moteur. Mon père s'est retourné, le visage blême. Ses yeux n'exprimaient pas de la curiosité, mais de la pure panique. Il a posé un doigt sur ses lèvres, jetant des regards effrayés autour de lui comme si Léo venait de proférer une insulte. « Tais-toi, Léo, ne dis rien, ce ne sont pas nos affaires, reste ici et ne bouge plus, tu m'entends ?» La peur dans sa voix était plus tranchante que n'importe quel ordre. Mais Léo n'a pas écouté. L'urgence de ce qu'il savait était plus forte que la peur de notre père. Il a fait un pas en avant, s'éloignant de la protection paternelle, et s'est approché timidement d'un des plus jeunes techniciens, un homme qui avait l'air moins rigide que les autres. Il a levé un doigt tremblant, pointant vers l'arrière de la voiture, là où se trouvent les batteries et les systèmes hybrides. Il a ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. Le technicien s'est retourné, a baissé les yeux vers lui et son visage s'est fermé. Il a eu un petit rictus, un regard qui disait clairement « Dégage, gamin, tu me déranges ». Puis, sans un mot, il lui a tourné le dos, retournant à son écran d'ordinateur inutile. J'ai vu les épaules de Léo s'affaisser. Il était redevenu invisible. Quelques minutes plus tard, Klaus Richter, l'ingénieur en chef, s'est redressé avec un air de gravité théâtrale. Il s'est essuyé les mains sur un chiffon propre, comme s'il venait de terminer une chirurgie complexe, et s'est adressé à M. de la Roche d'une voix forte et pleine d'assurance pour que tout le monde entende. « Monsieur, le diagnostic est sans appel. Nous faisons face à une défaillance systémique catastrophique de la matrice hybride. Le bus de communication est corrompu. C'est un problème logiciel profondément ancré. La voiture est cliniquement morte. » Il a marqué une pause dramatique. « Elle doit être rapatriée à Sant'Agata. Il n'y a rien que nous puissions faire ici. » C'était une façon brillante de transformer leur incompétence en un problème si complexe que seuls des dieux de l'ingénierie en Italie pouvaient le résoudre. L'arrogance était suffocante. En entendant cela, une sorte de feu s'est allumé dans les yeux de Léo. Il savait qu'ils avaient tort. C'était physique, palpable pour lui. Il a de nouveau agrippé la manche de notre père, cette fois avec une force surprenante pour un garçon de son âge. « Papa, il ment! Ce n'est pas le logiciel, c'est juste un fil. Le convertisseur de puissance n'est pas alimenté, je le sens. » La voix de Léo était un chuchotement intense, presque fiévreux. La panique de mon père a atteint son paroxysme. Il a saisi le bras de Léo bien trop fort et a commencé à le tirer vers les cuisines, loin des regards. « Léo, ça suffit maintenant. Tu vas nous faire renvoyer. Tu ne comprends donc pas? Reste tranquille. » La violence de son murmure m'a glacé le sang. Il ne protégeait plus son fils, il protégeait son gagne-pain. Cette petite scène, ce drame familial silencieux et tendu qui se jouait dans un coin, n'est pas passé inaperçu. Monsieur de la Roche, qui avait épuisé toute sa colère contre ces ingénieurs impuissants, se tenait là, les bras croisés, un air de défaite cynique sur le visage. Sa soirée était ruinée, son ego en miettes. Alors que les invités commençaient à chuchoter plus fort, son regard a balayé la pièce, cherchant une distraction, n'importe quoi, et il s'est posé sur nous. Il a vu mon père tirant Léo par le bras, il a vu l'insistance désespérée sur le visage de mon frère et la terreur sur celui de mon père. Un pli curieux s'est formé au coin de ses lèvres. Dans le naufrage de sa soirée, il venait de repérer une nouvelle et étrange forme de divertissement. Lentement, délibérément, Monsieur de la Roche a commencé à marcher vers nous. Chaque pas résonnait dans le silence qui s'installait peu à peu dans le garage. Les conversations se sont tues. Tous les yeux se sont tournés vers cette nouvelle interaction. Arrivé devant nous, il a baissé son regard sur Léo, qui s'était immobilisé sous l'emprise de notre père. Il n'y avait aucune gentillesse. Dans ses yeux, seulement une sorte de curiosité cruelle. « Alors, qu'avons-nous là » a-t-il demandé d'une voix faussement douce, mais assez forte pour que tout le monde l'entende. « Le petit a une théorie que nos experts n'ont pas ?» Le sarcasme était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Mon père est devenu livide. Il a commencé à bégayer des excuses, essayant de minimiser, de dire que ce n'était rien, juste un jeu d'enfant. De la Roche a ignoré complètement mon père, le balayant, d'un geste de la main comme on chasse une mouche. Son attention était entièrement fixée sur Léo, ou plutôt sur le spectacle qu'il s'apprêtait à créer. Il s'est retourné vers ses invités, un large sourire narquois étirant ses lèvres. « Mesdames et messieurs,
Ne partez pas tout de suite. Le spectacle n'est pas terminé, a-t-il annoncé. Il semble que nos amis de Lamborghini soient dépassés, mais ne perdons pas espoir. Apparemment, nous avons un génie méconnu parmi nous. Il a fait un geste grandiloquent vers mon frère. Le fils du traiteur va nous expliquer ce qui cloche avec une voiture à 1 million d'euros. Des rires étouffés ont parcouru l'assemblée. Ce n'était pas une chance qu'il lui offrait. C'était une exécution publique. L'humiliation était totale. Le visage de mon père s'est décomposé. Ce n'était plus de la peur. C'était une honte pure et totale, une agonie silencieuse. Chaque rire dans cette pièce était comme un coup de poignard pour lui. Il aurait voulu disparaître, s'enfoncer dans le sol en béton poli. Quant à moi, je sentais une rage froide monter en moi, si intense que mes mains tremblaient. Je voulais crier, insulter cet homme riche et ses amis cruels, prendre Léo et partir loin de cette mascarade. Mais j'étais paralysé, cloué sur place par les règles de notre condition. Nous étions les serviteurs, les invisibles. Et maintenant, mon petit frère était devenu leur bête de foire, un divertissement pathétique pour remplir le vide de leur soirée gâchée. C'était insupportable, une violence psychologique d'une brutalité inouïe. Mais Léo, lui, n'a pas bougé d'1 millimètre. Il n'a pas pleuré, n'a pas baissé la tête. Il est resté là, planté sur ses 2 jambes, le dos droit, comme si une bulle invisible l'isolait de l'humiliation générale. Son regard n'a pas croisé une seule fois celui de la foule moqueuse. Ses yeux étaient toujours rivés sur la Lamborghini, mais différemment. Ce n'était plus de la simple observation, c'était une concentration absolue, une communion. Il semblait écouter quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir, un secret que la machine lui murmurait. Sa petite silhouette, perdue au milieu de ce garage immense et devant ce monstre de technologie, rendait la scène encore plus absurde et cruelle. Il était seul contre tous, et il ne semblait même pas s'en rendre compte. Klaus Richter et son équipe d'ingénieurs, eux, ne se cachaient pas pour afficher leur mépris. Ils se tenaient à l'écart, les bras croisés, des sourires condescendants sur les lèvres. J'ai même entendu Klaus murmurer à son collègue en allemand, pensant que personne ne comprendrait « Was für ein Zirkus ». Quel cirque. Pour eux, c'était le comble de l'insulte. Non seulement leur expertise avait été mise en échec, mais maintenant, on leur imposait le spectacle d'un gamin sale qui prétendait pouvoir faire mieux. Ils le regardaient comme un charlatan, un petit sorcier de village essayant de guérir un ordinateur avec des herbes. Leur arrogance professionnelle, déjà immense, s'était transformée en une indignation glaciale. Ils attendaient en juste que le gamin se ridiculise pour de bon afin de pouvoir enfin dire « On vous l'avait bien dit ». Mon père a tenté une dernière fois de sauver la situation, ou du moins ce qu'il en restait. Il a fait un pas en avant, les mains jointes comme pour une prière, le visage suppliant. « Monsieur de la Roche, je vous en prie, pardonnez-le. Ce n'est qu'un enfant, il ne sait pas ce qu'il dit. Il est juste passionné par la mécanique, c'est tout. Laissez-nous partir, nous ne vous dérangerons plus. » Sa voix était brisée, à peine un souffle. Il essayait de tirer Léo par le bras, de l'arracher à cette scène de torture. Mais son geste était faible, sans autorité. Il n'était plus un père protégeant son fils, mais un employé terrifié essayant de limiter les dégâts avant de se faire renvoyer sur le champ. C'était pathétique et terriblement triste à voir. C'est alors que Delaroche est intervenu, levant une main pour arrêter mon père. Son sourire s'était élargi, il savourait chaque seconde de ce drame. « Mais pas du tout, mon cher, pas du tout », a-t-il dit d'un ton faussement magnanime. « Ne gâchons pas le moment. Votre fils a attisé notre curiosité. L'artiste a besoin de sa scène. » Il a posé une main lourde sur l'épaule de mon père, le forçant à reculer. Le piège venait de se refermer. Il n'y avait plus d'échappatoire possible. Il n'allait pas laisser Léo partir avant. D'avoir eu son spectacle jusqu'au bout, jusqu'à l'humiliation finale et complète, il voulait voir le gamin échouer lamentablement devant tout le monde. C'était sa vengeance contre la voiture qui l'avait trahi, contre les ingénieurs qui l'avaient déçu. Léo a finalement levé la tête, mais il n'a pas regardé M. Delaroche ni la foule. Son regard s'est posé directement sur Klaus Richter, l'ingénieur en chef. Sa voix, quand il a parlé, était calme, claire et étrangement dénuée de peur. C'était une voix technique, presque neutre. « Pourriez-vous demander à tout le monde de se taire, s'il vous plaît ?» Complètement. Il a marqué une pause, laissant ses mots flotter dans l'air. « J'ai besoin d'écouter. Le son est très faible. » Cette demande, si simple et si audacieuse, a pris tout le monde par surprise. Un gamin de 12 ans ne demandait pas la permission. Il donnait une instruction à un ingénieur allemand de renommée mondiale, comme s'il était son assistant.
L'insolence de la situation était incroyable. Un silence de stupeur a suivi sa demande, qui a duré peut-être 2 secondes. Puis, il a été brisé par un éclat de rire. Pas un rire moqueur et étouffé comme avant, mais un rire franc, sonore, presque hystérique. C'était celui de Delaroche. Il se tenait le ventre, les larmes aux yeux. « Il a besoin de silence pour écouter », a-t-il hurlé à ses invités, qui se sont alors joints au concert de moquerie. Klaus Richter, lui, a secoué la tête avec un rictus. « Écoutez. »« Quoi, petit ? Les fantômes dans la machine ?» a-t-il lancé et son équipe a ricané. L'atmosphère était passée de la tension à la farce pure. Léo était désormais officiellement le bouffon du roi et nous étions tous piégés dans son théâtre cruel. Mais Léo ne les entendait même pas, ou alors il avait décidé de les ignorer complètement. Il était dans sa bulle, un espace où seul lui et la machine existaient. Il a secoué légèrement la tête, comme pour chasser un bruit parasite, et a reporté son attention sur Monsieur Delaroche. Il a fait un pas de plus vers lui, franchissant une ligne invisible qui le séparait du monde des adultes puissants. « Monsieur, s'il vous plaît » a-t-il répété, sa voix toujours aussi calme et posée, sans une once de supplication. « J'ai vraiment besoin de silence, pas pour moi mais pour la voiture. Si je n'entends pas correctement, je ne peux pas trouver la source. » Il ne demandait plus, il expliquait une nécessité technique, comme un chirurgien demandant à une infirmière de faire le calme dans la salle d'opération. L'audace de ce gamin était stupéfiante. Contre toute attente, Delaroche n'a pas ri cette fois. Son sourire moqueur s'est effacé, remplacé par une expression de curiosité intense. Ce gamin ne craquait pas. Il ne pleurait pas, ne fuyait pas. Face à l'humiliation, il restait concentré sur sa tâche. Il y avait quelque chose de fascinant dans cette détermination tranquille. Delaroche a regardé la foule, puis les ingénieurs pétrifiés, et a pris sa décision. Il a levé lentement la main, un geste royal qui a immédiatement capté l'attention de tous. « Silence !» a-t-il ordonné d'une voix qui ne tolérait aucune discussion. Tout le monde. Pas un mot. Le silence qui est tombé sur le garage était différent de celui qui avait suivi la panne. Ce n'était plus un silence gêné ou moqueur. C'était un silence lourd, électrique, rempli d'une attente presque insoutenable. Le spectacle venait de changer de nature. Dans ce silence absolu, Léo a fermé les yeux. Il est resté immobile pendant un long moment, la tête légèrement penchée sur le côté comme s'il écoutait une mélodie lointaine. Je le voyais de profil et son visage était complètement serein. C'était comme s'il n'était plus dans la même pièce que nous, comme s'il avait voyagé dans un autre espace, à l'intérieur même des circuits de la voiture. Ses mains, qu'il tenait le long de son corps, frémissaient à peine, comme si elles captaient une onde invisible, une vibration que, nous, avec nos sens ordinaires, étions incapables de percevoir. Il respirait lentement, profondément. Pour la première fois depuis le début de la soirée, quelqu'un traitait cette machine non pas comme un objet de luxe ou un ordinateur complexe, mais comme un être vivant qu'il fallait écouter avec respect. Puis il a rouvert les yeux. Son regard n'était plus vague. Il était précis, comme celui d'un prédateur qui a repéré sa proie. Il a marché lentement, sans hésitation, contournant l'avant de la voiture pour se diriger vers l'arrière. Il a ignoré le capot moteur en verre qui exposait le magnifique V12. Son attention était fixée sur un point précis, juste au-dessus de la roue arrière droite, là où se trouvait un enchevêtrement de modules électroniques protégés par un panneau en fibre de carbone. Il n'a rien touché. Il s'est simplement tourné vers Klaus Richter, qui le regardait avec un mélange de haine et de fascination. « J'ai besoin d'une clé dynamométrique », a dit Léo, sa voix résonnant étrangement dans le silence. « Une petite. Et il faut la régler précisément sur 40 Nm, pas plus, pas moins. » Klaus Richter a eu un hoquet de mépris, comme si on venait de lui cracher au visage. Une clé dynamométrique pour réparer ce qu'il avait diagnostiqué comme une défaillance logicielle catastrophique? C'était l'insulte suprême à son expertise, à ses diplômes, à toute sa carrière. « Une clé dynamométrique » a-t-il répété, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Et pourquoi pas un marteau et un burin pendant que tu y es? Tu veux resserrer un boulon pour réparer un ordinateur, c'est ça ?» Il a croisé les bras sur sa poitrine, un mur d'arrogance et de dédain. « C'est absolument ridicule. Je ne vous donnerai pas mes outils pour cette mascarade. » Il a défié Léo du regard, puis s'est tourné vers Monsieur Delaroche, comme pour dire « Mettez fin à cette folie ». Le visage de Delaroche s'est durci. La lueur d'amusement avait complètement disparu de ses yeux.
Il en avait assez des excuses, assez de l'impuissance de ses experts. Il voulait voir la fin de l'histoire, quelle qu'elle soit. « Assez, Klaus !» a-t-il lancé d'une voix tranchante comme une lame. Le ton ne laissait aucune place à la discussion. « Votre diagnostic nous a menés à un mur. Maintenant, vous allez faire exactement ce que ce garçon demande. Donnez-lui la clé. » Le visage de l'ingénieur allemand est passé du rouge de la colère au blanc de l'humiliation pure. Être publiquement désavoué et forcé d'obéir à un enfant devant ses pairs et son client le plus prestigieux était une défaite totale. En silence, les mâchoires serrées, il a ouvert sa mallette et a sorti la clé, la tendant à Léo comme s'il lui tendait une vipère. Léo a pris la clé avec une main étonnamment stable, sans même un regard pour l'ingénieur humilié. Son focus était total. Il est retourné vers la voiture, s'agenouillant doucement sur le sol en béton poli. La foule s'est penchée en avant, retenant son souffle. Il a ignoré les panneaux complexes, les câbles orange à haute tension et les modules brillants. Son doigt, toujours marqué par la fine ligne de graisse noire sous l'ongle, s'est posé sur une seule vis de mise à la terre, petite, presque invisible, fixée sur le châssis du module de l'onduleur. C'était une pièce insignifiante, un détail que n'importe quel technicien aurait ignoré. Le silence était absolu, alors qu'il engageait la tête de la clé sur le boulon. Un léger clic métallique a résonné dans le garage. Il était prêt. Tout le prestige, l'argent et l'arrogance de cette pièce reposaient sur ce simple tour de poignet. Avec une précision qui me glaça le sang, Léo tourna la clé. Il ne la serra pas complètement. Il ne suivit pas la spécification technique qu'il avait lui-même demandée. Il tourna juste d'un quart de tour, peut-être moins. C'était un mouvement infime, presque imperceptible, guidé par une sensation que lui seul pouvait comprendre. Un léger clic métallique, sec et net, résonna dans le silence de mort du garage. C'était le seul son. Puis il retira la clé avec le même soin. Il se releva lentement, sans un mot, et recula d'un pas. Il ne regarda personne, ni Monsieur de la Roche, ni Klaus, ni même moi. Son regard était fixé sur le bouton de démarrage rougeoyant à l'intérieur de la voiture. Il fit un simple signe de tête à Monsieur de la Roche. C'était tout, un geste qui disait « J'ai fait ma part, à vous de jouer ». Monsieur de la Roche le fixa un long moment, son visage indéchiffrable. Il y avait de l'incrédulité, du doute, mais aussi une lueur étrange, une sorte d'espoir fou. Il avait l'air d'un homme qui a tout perdu et qui mise son dernier jeton sur le numéro le plus improbable. Lentement, presque à contre-cœur, il se pencha dans l'habitacle, son costume hors de prix frôlant la carrosserie. Sa main plana au-dessus du bouton de démarrage. Le silence était si total que je pouvais entendre ma propre respiration, le battement de mon cœur dans mes tempes. Tous les yeux étaient rivés sur son doigt. Les ingénieurs avaient déjà un sourire narquois aux lèvres, prêts à dire « On vous l'avait bien dit ». Mon père avait fermé les yeux, incapable de supporter de voir l'humiliation finale de son fils. Le temps semblait s'être arrêté, puis il appuya, et l'enfer se déchaîna. Ce ne fut pas un démarrage, ce fut une explosion. Le V12 ne toussa pas, il ne balbutia pas. Il s'éveilla d'un seul coup, avec un rugissement si pur, si sauvage, et si puissant qu'il fit trembler les vitres de la villa. Le son était parfait, une symphonie mécanique et électrique sans la moindre fausse note. Ce n'était pas le son d'une machine réparée, c'était le son d'une bête libérée de ses chaînes. La voiture vibrait d'une énergie contenue, les feux s'allumèrent d'un blanc éclatant, et le tableau de bord s'illumina comme un sapin de Noël. La Lamborghini Revuelto n'était plus un cadavre de métal, elle était vivante, furieusement vivante, et elle le criait au monde entier, vengeant l'affront fait au seul garçon qui avait su l'écouter. Une onde de choc traversa la foule. Personne n'applaudit, personne ne cria. Il n'y eut qu'un silence abasourdi, une stupéfaction collective si profonde qu'elle en était presque comique. Les mâchoires tombaient, littéralement. Les verres de champagne restaient suspendus à mi-chemin des lèvres. Les sourires moqueurs sur les visages des invités s'étaient figés en des grimaces grotesques d'incrédulité. Ils regardaient la voiture, puis Léo, puis de nouveau la voiture, comme si leur cerveau refusait de traiter l'information. Ils venaient d'assister à un miracle, non pas divin, mais un miracle de pure intuition humaine, et cela ébranlait toute leur certitude sur l'argent, le statut et l'expertise. Le gamin sale, le fils du traiteur, venait de faire ce que les meilleurs ingénieurs du monde n'avaient pas réussi à faire. Le visage de Klaus Richter était un poème. Son arrogance s'était évaporée,
laissant place à un masque de confusion totale. Sa bouche était ouverte, ses yeux écarquillés fixaient le moteur qui tournait parfaitement. Il regarda la clé dynamométrique qu'il tenait encore, puis le petit boulon insignifiant sur lequel Léo avait travaillé. On pouvait presque voir les rouages de son esprit d'ingénieur allemand essayer de comprendre, de rationaliser l'impossible. Comment un gamin sans aucun équipement, sans aucun diagnostic, avait-il pu trouver une faille aussi subtile, une microvibration que des milliers d'euros de technologie n'avaient pas détectée? Son univers, bâti sur la logique, les données et les certifications, venait de s'effondrer en une fraction de seconde, détruit par le geste d'un enfant de 12 ans. C'était une défaite plus cuisante que n'importe quelle erreur technique. Monsieur Delaroche, lui, était resté figé, la main toujours près du bouton de démarrage. Il ne regardait plus la voiture, il regardait Léo. Son expression n'était plus celle d'un milliardaire arrogant ou d'un amateur de spectacle cruel. C'était une expression de respect pur, presque de vénération. Il voyait Léo pour la première fois, non pas comme le fils d'un employé, non pas comme un divertissement, mais comme ce qu'il était vraiment, un talent brut, une anomalie géniale qui défiait toute explication. Le rugissement du moteur était assourdissant, mais dans le garage, un autre type de silence s'était installé. Le silence de ceux qui viennent de voir leurs préjugés voler en éclats. Léo, lui, n'avait pas changé d'expression. Il se contenta de regarder la voiture, un léger sourire satisfait flottant sur ses lèvres, comme un artiste contemplant son œuvre achevée. Finalement, Monsieur Delaroche coupa le moteur. Le silence brutal qui suivit fut encore plus lourd de sens que le bruit. Il sortit de la voiture, redressa son costume, et sans un regard pour ses invités ou ses ingénieurs pétrifiés, il marcha droit vers Léo. Il ne s'arrêta pas à distance. Il s'approcha, se mit à sa hauteur, et posa une main sur son épaule. La foule retint son souffle. « Comment » a-t-il demandé, sa voix n'étant plus qu'un murmure rauque, empreint d'une véritable admiration. « Comment as-tu su » Léo le regarda droit dans les yeux, pour la toute première fois. Sa réponse fut simple, désarmante de vérité, et elle résonna comme la conclusion parfaite à cette soirée insensée. « Je l'ai juste écouté, dit-il. Personne d'autre ne le faisait. » Ces mots, si simples, ont eu l'effet d'une déflagration silencieuse dans le garage. Monsieur Delaroche est resté un long moment à regarder mon frère, comme s'il essayait de déchiffrer un code bien plus complexe que celui de sa voiture. On pouvait presque voir la prise de conscience se faire sur son visage, le moment où il a compris que toute sa soirée, toute cette démonstration de pouvoir et de richesse, reposait sur une erreur fondamentale. Il avait écouté les experts, les diplômes, les titres, mais il n'avait jamais pensé à écouter la chose même qui lui posait problème. Le silence de Léo, sa concentration, sa réponse désarmante de vérité, tout cela a agi comme un miroir, lui renvoyant l'image de sa propre arrogance. Il a lentement hoché la tête, non pas à Léo, mais à lui-même, comme s'il venait d'apprendre la leçon la plus importante de sa vie. Il s'est alors redressé, a balayé la foule du regard, puis ses yeux se sont posés sur mon père. Il a fait un pas vers lui, ignorant complètement Klaus Richter et son équipe pétrifiée. « Monsieur Lefebvre » a-t-il commencé, sa voix forte et claire, ne laissant aucune place à l'ambiguïté. « Votre fils a un don que l'argent ne peut pas acheter, mais l'argent peut aider un don à s'épanouir. Demain, mes avocats vous contacteront. Je veux financer la réouverture de votre garage. Pas un prêt, un investissement. 250 000 € pour commencer. » Il a marqué une pause, son regard se faisant plus intense. « Et votre garage aura une nouvelle division, une division de diagnostics spéciaux, dirigée par Léo. Il aura accès à tout ce qu'il voudra étudier. C'est non négociable. » Mon père, qui était resté figé comme une statue de sel, a semblé se briser de l'intérieur. Ses épaules se sont affaissées, mais pas sous le poids de la honte cette fois. C'était le poids d'un rêve perdu qu'on lui rendait soudainement, un rêve qu'il avait enterré sous des années de dettes et de déceptions. Ses yeux se sont remplis de larmes, et il a regardé Léo non plus avec peur, mais avec une fierté si immense qu'elle semblait le submerger. Il a essayé de parler, d'articuler un mot, un merci, mais aucun son n'est sorti. Il a simplement posé sa main sur la tête de Léo, un geste qui contenait toutes les excuses, tout l'amour et toute l'admiration qu'il n'avait pas su montrer plus tôt. Dans ce simple contact, leur relation venait d'être redéfinie pour toujours. Puis, le regard de Delaroche s'est posé sur Klaus Richter, froid comme l'acier. L'ingénieur allemand se tenait là, le visage blême.
sa suffisance professionnelle réduite en cendres. « Monsieur Richter, » a dit Delaroche d'un ton glacial, « vous et votre équipe, vous nous avez offert un diagnostic impressionnant, plein de termes compliqués qui signifiaient en réalité une chose, votre incompétence. Votre travail ici est terminé. Vous pouvez remballer vos ordinateurs inutiles et partir. » Il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste un mépris total et définitif. Sans un mot, l'équipe a commencé à ranger son matériel dans un silence de mort. Leur sortie du garage, sous le regard de tous, fut une marche de la honte, la défaite silencieuse de la théorie face à l'intuition la plus pure. Une fois les ingénieurs partis, Delaroche s'est de nouveau tourné vers Léo. Il s'est accroupi pour être à sa hauteur, ignorant complètement son costume à plusieurs milliers d'euros. « Léo, » a-t-il dit doucement, « un talent comme le tien ne doit pas seulement être utilisé, il doit être cultivé. En plus du garage, je vais créer une bourse d'études à ton nom. Elle financera tes études, où que tu veuilles aller, quoi que tu veuilles apprendre. MIT, Polytechnique, peu importe. La seule condition est que tu ne laisses jamais personne te dire que tu ne sais pas écouter. » Léo, pour la première fois de la soirée, a esquissé un vrai sourire. Il n'a pas regardé l'homme riche, il a regardé le moteur silencieux de la Lamborghini. « D'accord, » a-t-il simplement répondu. « Est-ce que je peux regarder comment le système de refroidissement fonctionne maintenant ?» Plus tard, quand le dernier invité fut parti, il ne restait plus que nous quatre dans le garage silencieux. Delaroche, mon père, Léo et moi. L'odeur de champagne avait été remplacée par celle plus familière de l'huile et de l'ozone. Monsieur Delaroche n'était plus le milliardaire distant. Il était juste un homme fasciné qui posait des questions à Léo sur le fonctionnement des moteurs. Mon père, les larmes séchées, avait retrouvé une lueur dans les yeux que je n'avais pas vue depuis des années. Cette nuit-là, dans ce temple du luxe, une hiérarchie avait été renversée. Il n'était plus question de richesse ou de statut, mais de talent et de vérité. Et la vérité, c'est que le gamin aux ongles sales, celui que tout le monde avait ignoré, était la personne la plus précieuse de toute la pièce. Cette nuit-là, en quittant la villa, l'air semblait différent. Le parfum du luxe et de l'arrogance avait été remplacé par une odeur plus honnête, presque sacrée d'huile chaude et d'électricité. Monsieur Delaroche a insisté pour nous raccompagner jusqu'à notre vieille voiture, marchant à côté de Léo, non plus comme un bienfaiteur condescendant, mais comme un disciple curieux. Il lui posait des questions sur les systèmes de refroidissement, les alliages, les fréquences harmoniques, et Léo répondait avec cette simplicité déconcertante qui était la sienne. Mon père, lui, marchait un peu en retrait, les épaules droites pour la première fois depuis des années. Il ne regardait plus le sol avec honte, mais il regardait son fils avec une admiration qui semblait physiquement le redresser. Dans le silence de la nuit, une justice silencieuse venait de rééquilibrer le monde, du moins le nôtre. Le trajet du retour s'est fait dans un silence presque total, mais ce n'était pas un silence gêné ou craintif. C'était un silence dense, plein de pensées, de larmes non versées et d'espoir. Renaissant, mon père tenait le volant. Ses jointures n'étaient plus blanches de tension, mais détendues. De temps en temps, il jetait un coup d'œil à Léo dans le rétroviseur, et un léger sourire flottait sur ses lèvres. Léo, assis à l'arrière, ne semblait pas du tout affecté par l'ampleur de ce qui venait de se passer. Il regardait par la fenêtre, le doigt traçant des schémas invisibles sur la buée. Je savais qu'il n'était déjà plus dans le garage du milliardaire. Dans sa tête, il était déjà en train de démonter un autre moteur, de résoudre une autre énigme, d'écouter une autre machine que personne d'autre ne pouvait entendre. Son don n'avait pas besoin de public. Le garage de mon père a rouvert ses portes 3 mois plus tard. Ce n'était plus le petit atelier sombre et endetté de mes souvenirs, mais un lieu lumineux, équipé d'outils que mon père n'avait jamais osé espérer. Au fond, il y avait la division des diagnostics spéciaux, qui n'était en réalité qu'un grand établi propre, réservé à Léo. Les gens venaient de loin, non pas pour une simple vidange, mais avec des problèmes que même les concessionnaires officiels avaient abandonnés. Ils venaient chercher le gamin qui écoute les moteurs. Cette histoire m'a appris que la véritable expertise ne se trouve pas toujours dans les manuels ou les diplômes. Parfois, elle se cache sous une fine couche de graisse, dans des mains qui savent sentir, et dans des oreilles qui savent vraiment, vraiment écouter. Aujourd'hui encore, quand je passe au garage, je vois Léo qui est maintenant un jeune homme penché sur un moteur complexe, les yeux fermés, la tête légèrement inclinée. L'expression de concentration intense n'a pas changé. Il est toujours dans sa bulle, en communion avec la mécanique.
L'argent de Delaroche n'a fait qu'ouvrir une porte. C'est le don de Léo qui a construit tout ce qui a suivi. Il n'a jamais perdu cette humilité, cette connexion pure avec les machines. Il nous a appris à tous que le plus grand mépris vient souvent de ceux qui ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, et que la plus grande force réside dans le courage de faire confiance à sa propre voix, même quand le monde entier essaie de la couvrir de bruit. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui se sent sous-estimé ou invisible, alors qu'il sait au fond de lui qu'il a raison, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec cette personne. Parfois, une histoire peut donner la force de continuer à croire en soi. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits sur la façon de trouver son propre chemin, même quand il est différent de ce que les autres attendent de vous. Votre talent est unique. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Merci de m'avoir écouté.